Bonjour, nous allons aujourd'hui analyser le consentement éclairé et le bénéfice-risque de la vaccination contre le Covid-19. L'importance de cette notion dans la décision de vaccination-non-vaccination. Rappelons d'abord que la notion de bénéfice-risque est la seule raison scientifique invoquée pour justifier le choix de se faire ou non vacciner. En revanche, il existe d'autres raisons, celles-là non scientifiques, comme des motifs idéologiques, religieux, philosophiques, économiques, etc. Petite remarque, en réalité bien plus importante qu'il n'y paraît. Précisons que la notion qui s'appelle balance bénéfice-risque est fort mal nommée. En effet, elle oppose un bénéfice, qui est une notion bénéfique certaine ou normalement attendue, à un risque qui évoque une notion maléfique et incertaine. Il aurait été plus juste d'opposer deux idées symétriques, le gain et la probabilité de l'obtenir, la perte et la probabilité de l'obtenir. Le fait d'avoir baptisé cette balance de bénéfice-risque est de nature à privilégier le bénéfice, certain puisqu'on oublie généralement l'adjectif attendu ou espéré, au détriment du risque, un mot qui contient à la fois la notion de perte et celle de résultat aléatoire. C'est donc une expression de vendeur et non une expression qui rend réellement compte de l'approche scientifique qui est supposée être derrière, c'est-à-dire le calcul mathématique des probabilités. Le grand public est en effet tenté de donner plus de valeur à une notion certaine, le bénéfice, au détriment d'une notion incertaine, le risque, ce qui est bien illustré par le dicton « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Cette dénomination peut avoir un effet trompeur pour le grand public, mais ne gêne guère les scientifiques. Nous ayons d'ailleurs sans problème conservé cette expression dans la suite de cet exposé. Nature quantitative de la balance bénéfice-risque. La balance bénéfice-risque est une notion chiffrée, donc quantitative. Elle ne saurait être qualitative. Si vous dites qu'une montagne est plus grande qu'une autre, la question se posera de savoir de combien, surtout si vous dites qu'elle est beaucoup plus grande. Qu'un produit soit jugé cher ou bon marché est très subjectif. Seul le prix peut illustrer réellement la situation. De même pour la transmission d'informations d'une personne à l'autre. Pour juger de l'importance de la douleur, les médecins, qui ne sont pas mathématiciens à la base, contrairement à ce que laisse entendre un sénateur médecin interviewé récemment sur un média internet, demandent pourtant à leurs patients d'évaluer la douleur sur une échelle de 1 à 10. Vouloir utiliser la notion de balance bénéfice-risque de manière qualitative revient à lui enlever tout son sens. D'ailleurs, ceux qui produisent une telle balance bénéfice-risque se contentent en général d'éditer des guides à la décision qui, eux, peuvent effectivement contenir des éléments chiffrés, mais qui laissent au lecteur de ces publications la responsabilité des conclusions qu'ils peuvent en tirer. La théorie scientifique sous-jacente. L'aspect scientifique de la notion de balance bénéfice-risque repose sur la théorie mathématique des probabilités. Il s'agit bien d'une théorie, pas d'une certitude absolue. Ceci dit, elle fonctionne en général très bien. Imaginez un sac opaque de billes contenant 70% de billes vertes et 30% de billes rouges. Peu importe que les billes soient foncées ou claires ou même qu'elles soient numérotées, ce qui importe, c'est de pouvoir classer toutes billes dans la catégorie vert ou dans la catégorie rouge après qu'on les tiré du sac sans regarder dedans au préalable. Il est aussi important d'imaginer qu'aucune bille n'a de raison particulière d'être tirée, aucune n'est plus lourde que les autres, elles sont toutes de la même taille, du même poids, de la même forme et de la même texture. Précisons à ce niveau que la raison qui fait qu'une boule donnée est tirée n'est pas due au hasard. Elle dépend de très nombreuses raisons, de très nombreuses causes et scénarios qui ne privilégient aucune boule particulièrement. Nous sommes donc dans un cadre déterministe et, sauf peut-être tout récemment avec la théorie physique de la mécanique quantique, il n'est pas affirmé le contraire. Dans le cadre déterministe, le hasard n'existe pas. Ce n'est pas gênant en soi, on se souvient par exemple du principe d'inertie en physique qui veut qu'un corps ayant une vitesse donnée et voyageant dans le vide absolu voit sa vitesse rester constante. Ce principe est largement accepté, tout autant que l'idée de l'existence du vide parfait est rejetée. Le principe n'est alors qu'une approximation puisque le vide absolu n'existe pas, et il en est de même dans ce qui suit. Imaginez qu'après avoir remué le sac, vous choisissiez une bille en plongeant la main dans le sac sans regarder à l'intérieur, donc ce qu'on appelle au hasard. La boule tirée sera soit rouge, soit verte. Vous aurez donc 100% de vos billes tirées, ici une seule, qui sera de la couleur obtenue. Remettons la bille dans le sac pour ne pas changer la proportion de 70-30.
Remuons et tirons à nouveau. On obtiendra donc une seconde bille. En poursuivant de la sorte et en notant à chaque tirage la couleur de la bille tirée, on obtiendra une suite de couleurs. Et si l'on regarde la proportion de billes vertes tirées depuis le début de l'expérience, on notera que cette proportion tend à se rapprocher de la proportion contenue dans le sac, à savoir 70% de billes vertes. Ici intervient la loi des grands nombres. Elle stipule que plus le nombre de tirages est important, plus la fréquence observée tend vers la proportion contenue dans le sac. Cette loi n'est pas démontrée, elle est une hypothèse de travail que chacun peut tester pour s'en convaincre sans pourtant pouvoir la démontrer. C'est la première approximation. La seconde consiste à concevoir la notion appelée probabilité. Il s'agit de rapporter cette fréquence observée, qui est donc égale à la proportion de billes vertes dans le sac, à une espérance mathématique au niveau du premier tirage. Avant même de tirer une bille, on dit alors que la probabilité de tirer une boule verte est de 0,7 ou de 70%. Alors même que ce premier tirage contiendra obligatoirement 100% de billes d'une seule couleur, puisque pour l'heure, on n'en aura tiré qu'une. Il s'agit d'une espérance, autrement dit, on peut s'attendre de manière plus importante, 0,7, de tirer une boule verte que de tirer 0,3, une boule rouge. Nous venons de définir la notion de probabilité. Toute la branche des mathématiques qui étudie ces questions est basée sur ce qui précède. La théorie des jeux. Nous sommes ici dans le cadre de la théorie des jeux, un domaine des mathématiques qui explore les choix à réaliser aussi bien au poker que dans les stratégies de survie, comme par exemple les stratégies faucon-colombe observées en milieu naturel. La probabilité d'un scénario ne suffit pas, il faut lui adjoindre un gain ou une perte pour décider. Reprenons notre sac de billes. Imaginons que, si vous tirez une boule verte, vous gagnez 30 €, mais que si vous tirez une boule rouge, vous perdez 60 €. Combien pouvez-vous espérer gagner ou perdre? Vous avez plus de chances de tirer une verte et donc de gagner, mais vous perdrez plus avec une rouge qui est moins probable. Là encore, en moyenne, en effectuant de nombreux tirages et en calculant le gain moyen, qui peut être négatif en cas de perte, votre calcul va tendre vers ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Celle-ci se calcule en multipliant les gains, montant positif, avec la probabilité de gagner, et en y ajoutant les pertes, montant négatif, multipliées par la probabilité de perdre. Cela nous donne dans cet exemple 0,7 fois 30 moins 0,3 fois 60, soit 3. Ce montant est positif, le jeu est donc intéressant, mais il faudra s'armer de patience pour l'expliquer à ceux qui ont perdu. Remplacez le 60 par 80 et le résultat s'inverse, il devient négatif. 0,7 fois 30 moins 0,3 fois 80, soit moins 3. Le jeu est perdant, et là encore, il faudra faire preuve de pédagogie pour expliquer cela, cette fois à ceux qui ont gagné. En remplaçant le 60 ou le 80 par 70, on arrive au point d'équilibre. Les deux situations sont équivalentes et l'espérance mathématique donne 0. Il faudra expliquer cela à tout le monde. Ce qui précède illustre que pour aider la décision, la probabilité seule d'un scénario ne suffit pas, il faut aussi chiffrer le gain ou la perte. Il est nécessaire dans une situation réelle que ces éléments soient exprimés dans une unité donnée et que cette unité soit la même pour les gains comme pour les pertes, bien évidemment. Le jeu du vaccin. Ici, le jeu est obligatoire. Il ne s'agit pas d'un jeu à pile ou face pour lequel vous auriez une troisième option qui serait de ne pas jouer. Ici, il s'agit de choisir entre se faire vacciner et ne pas se faire vacciner. Il n'y a pas de troisième option. Pour évaluer cette balance, il convient d'explorer les conséquences des deux choix possibles. Je ne me vaccine pas, donc je vais affronter le risque de tomber malade, voire de mourir du Covid-19. Je me vaccine, auquel cas je vais diminuer le risque d'affronter la maladie et les risques qu'elle entraîne, mais je vais ajouter un risque supplémentaire lié aux effets indésirables du vaccin. Cette balance entre ces deux séries de conséquences que je dois évaluer est bien évidemment avec des chiffres et pas seulement avec des mots comme de grandes chances de ou pire. C'est évident que... Précisons ici que cette balance bénéfice-risque peut inclure ou non le bénéfice collectif, c'est-à-dire la transmission de la maladie. L'examen de cette considération serait de mise dans une société solidaire et fraternelle, mais l'est-il dans une société qui a constamment cherché à augmenter l'individualisme jusqu'au stade actuel? Quoi qu'il en soit, ceux qui répondraient affirmativement à cette question, donc ceux qui voudraient tenir compte de ce bénéfice collectif, se heurteront aux mêmes considérations qui suivent et qui ne sont présentées ici que dans le seul cas de la balance bénéfice-risque individuelle. Le bénéfice est son unité de mesure. Le bénéfice est lié au fait de ne pas subir complètement les effets de la maladie, autrement dit, la mort,
puisque le Covid-19 est mortel, mais aussi une hospitalisation suite à des symptômes graves et même à des séquelles, puisque l'on sait maintenant que celles-ci existent. Le risque de décès. Pour ce qui est de la mort, il peut être tentant d'évaluer simplement le risque de mourir par le ratio des décès dus à la maladie sur l'effectif de la population globale. Ce serait une grave erreur. Le calcul mathématique des probabilités est basé sur l'hypothèse que de très nombreuses causes peuvent intervenir et conforter, comme contrarier, sans que l'une de ces causes soit prépondérante. Imaginez la situation suivante. Un candidat se présente à un test d'embauche comme professeur de mathématiques. Il doit passer un test sur cette matière. Les candidats réussissent ou échouent, il n'est pas mis de note intermédiaire. Chaque année, 100 personnes se présentent, 10 réussissent le test et 8 sont choisis au hasard parmi ces 10-là pour occuper les 8 postes disponibles. Quelle est la probabilité d'être embauché de notre candidat ? 8 chances sur 100 ? Si celui-ci est titulaire d'un diplôme de mathématiques, il est quasiment certain de réussir le test. Cette probabilité devrait donc plutôt être de 8 sur 10 ou très proche. S'il vous dit qu'il a estimé ses chances à 8 chances sur 100, vous lui demanderez sans doute comment il a eu son diplôme. C'est aussi le cas de notre calcul. Vous ne pouvez considérer la population dans son ensemble si vous savez que vous vivez dans une zone faiblement peuplée avec un risque plus faible d'être contaminé. On sait que l'âge et certaines comorbidités influent sur le résultat de la maladie. Il est donc obligatoire de tenir compte de tous les facteurs connus pour cerner la population de référence. Mais il n'y a pas que la probabilité de mourir, il y a aussi la valeur du gain ou de la perte à prendre en compte. Par exemple, considérer que le décès de quelqu'un de 80 ans est équivalent à celui d'un jeune de 20 ans n'est pas tenable. Évaluer l'impact du décès dans le cadre d'une évaluation bénéfice-risque devrait se faire, au minimum, sur la base du nombre d'années espérées restant à vivre. Le risque lié à la maladie peut alors être chiffré en années restant à vivre. Et si on se place dans ce cadre, il est évident que l'on ne peut utiliser l'espérance de vie moyenne de la population. Si une personne de 20 ans a, par exemple, une espérance de vivre jusqu'à ses 80 ans, elle a 60 ans en jeu. Celle de son père de 50 ans n'est pas de 30 ans, mais est supérieure, car il a déjà fait une partie du chemin. Et bien entendu, celle d'une personne de 90 ans n'est pas de moins 10 ans. Mais dans tout cela, à condition de tenir compte de ces effets et de quelques autres que nous n'avons pas cités, il se dégage une possibilité de chiffrer les effets du risque de mort en années. Car oui, ne l'oublions pas, il nous faut une unité de mesure. Les autres risques. Qu'en est-il des autres effets comme l'hospitalisation ou même les séquelles ? Il faudrait obligatoirement une unité de mesure et ensuite, puisque l'objectif est de calculer une balance d'ensemble, il faut une unité de mesure commune aussi bien aux bénéfices qu'aux risques. Il pourrait donc être tentant de chiffrer en équivalent année la souffrance d'une hospitalisation ou même celle des séquelles. Une question du genre: combien d'années de vie donneriez-vous pour éviter une hospitalisation ou une grande fatigue, de l'urticaire ou même la perte de vos cheveux ? On le voit, il faut évaluer en années de vie la souffrance liée aux effets de la maladie autre que le décès. Et cette évaluation est très variable d'un individu à l'autre. De même, en supposant que les gens interrogés répondent honnêtement, les questions doivent être claires. De quelles années parle-t-on ? Si je suis prêt à sacrifier 3 ans de ma vie pour ne pas avoir d'acouphènes ou de vertige, de quelles années s'agit-il ? Des 3 dernières années de ma vie quand j'aurai 77 ans ? Ou des 3 prochaines si j'ai actuellement 20 ans ? Regardez le cas des fumeurs à qui on dit que chaque cigarette c'est 10 minutes de vie en moins. Il y aurait d'autres considérations à citer, mais il en est une que nous ne pouvons pas omettre. On ne connaît en effet les séquelles de la maladie que sur une durée très courte puisque le virus est un nouveau virus. Mais les résultats des chercheurs nous disent que ce coronavirus se comporte finalement de manière très similaire à d'autres coronavirus connus de plus longue date et qu'il n'est pas déraisonnable de penser que la maladie ne nous cache pas d'effets indésirables à long terme autres que ceux déjà répertoriés. Un argument qui peut s'entendre. Dans ce contexte, en tenant compte de tout ce qu'on vient d'évoquer et même de ce qu'on a omis, durée, etc., le calcul du risque lié à la maladie reste envisageable en prenant d'énormes précautions. Le risque du vaccin et son unité de mesure. Il va de soi que ce que nous venons de présenter s'applique aussi au vaccin puisqu'il faudra de toute manière la même unité d'évaluation des deux situations, vaccin, pas vaccin. Mais là, on se heurte à un problème et non des moindres, le manque de recul. En effet, nous ne connaissons les effets du vaccin que sur la durée très courte de son utilisation, disons pour simplifier 1 an. Certes, comme on vient de le voir, la question s'est posée aussi pour la maladie elle-même, et on pourrait y répondre de la même manière. Le vaccin est un vaccin comme les autres vaccins connus, depuis de longue date, et les effets indésirables à long terme sont négligeables. Sauf qu'ici, ce n'est pas recevable.
Ces vaccins peuvent s'appeler vaccins ou médicaments ou ce qu'on voudra, mais ils utilisent une technologie nouvelle sur laquelle il n'y a aucune donnée connue à long terme. Là encore, comme pour le nom de balance bénéfice-risque, on voit les ravages que peut faire une simple appellation. En baptisant ce produit vaccin, on laisse entendre que les effets sont ceux connus des autres vaccins. Si on l'avait baptisé médicament, on aurait alors pu le classer dans une autre catégorie pour obtenir d'autres statistiques, tout aussi illégitimes d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une technologie nouvelle en matière de vaccins comme en matière de médicaments. De plus, les effets nocifs d'une substance, quelle qu'elle soit, sont très généralement dépendants de la dose utilisée. Et les vaccins nécessitent souvent plusieurs doses sans que l'on sache vraiment combien, puisqu'il faut faire aussi intervenir dans le calcul de la balance bénéfice-risque le rôle de la durée. Enfin, le nombre faramineux de personnes à vacciner est tel que des risques individuels, même non établis, tels que l'infertilité, ne peuvent être considérés comme accessoires au sens que ce risque menace toute une génération, voire la survie de l'espèce humaine tout entière. Un élément particulièrement important pour ceux qui adjoindraient dans le calcul de balance bénéfice-risque la composante collective. Le résultat de notre étude. Un calcul scientifique, donc probabiliste, de la balance bénéfice-risque n'est pas possible pour les vaccins Covid au-delà de la durée de 1 an, ou plus précisément la durée de recul sur ces vaccins. En effet, l'absence totale de données sur la période ultérieure, l'impossibilité de trouver une technologie comparable déjà évaluée, ne permet pas le calcul. Précisons aussi que l'on ne peut remplacer une incertitude par une probabilité de 50%. Nous n'avons pas entendu un tel argument pour la question du Covid, mais il a été produit ailleurs. Nous prenons donc les devants. Quelqu'un qui se trouverait devant un sac de billes avec 50% de rouge et 50% de verte ne serait pas dans la même situation qu'un autre qui ferait face à un sac dont il ne connaît pas les proportions. Pourtant, les deux ne peuvent compter sur la science pour les aider à choisir. Mais pour le premier, c'est la science qui lui dit qu'il peut aussi bien choisir une option plutôt que l'autre. Elle peut même calculer une espérance mathématique de gain. Alors que pour le second, la science lui dit simplement qu'elle ne peut pas se prononcer et bien entendu ne permet aucun calcul d'espérance mathématique. C'est très différent. Pour bien comprendre, considérons des paniers qui contiennent 100 fruits. Ceux-ci ne peuvent être que des pommes ou des cerises. Considérons les pommes de même poids, disons 100 grammes, et les cerises, elles aussi, identiques, d'un poids de 10 grammes. Si vous voulez savoir le poids contenu dans l'un de ces paniers, dont les 100 fruits se répartissent en 70 pommes et 30 cerises, la science vous apporte la solution. Si en revanche, vous ne connaissez pas la répartition en pommes et cerises de ces 100 fruits, la science ne vous donnera aucun résultat, pas assez de données. Il en est de même pour un panier qui contiendrait des cerises et d'autres fruits, pommes ou poires ou pastèques ou quoi que ce soit d'autre. Donc non, il n'existe pas de balance bénéfice-risque possible, d'un point de vue scientifique, pour les vaccins à ARN messager dans l'état actuel des connaissances. Il est d'ailleurs notable de lire dans la presse, y compris la littérature dite scientifique, que tel effet ne change pas la balance bénéfice-risque qui reste largement positive, alors même qu'aucune évaluation de cette balance n'est proposée. Si une telle balance était exposée au débat scientifique, elle pourrait alors faire l'objet de critiques et ou d'améliorations, et il serait alors possible aussi de fixer des seuils à partir desquels cette balance s'inverse. Peut-être certains craignent-ils que ces seuils soient alors atteints et que les conséquences ne soient plus en rapport avec leurs souhaits. Mais cela n'a rien de scientifique. Les questions posées par ce résultat. La bonne question ? Mais alors, quand serez-vous en mesure de produire un calcul de balance bénéfice-risque pour ces vaccins ? La réponse scientifique. Sauf éléments de nature nouvelle, comme par exemple une explication claire qui permet d'affirmer que le vaccin ne peut avoir d'effet à plus long terme en raison d'un mécanisme bien identifié, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il convient de répondre que nous pourrons calculer cette balance dans 3 ans pour une personne qui a devant lui une espérance de vie de maximum 4 ans, l'année en cours, plus les 3 ans à venir, dans 40 ans pour une personne qui aura une espérance de vie de 41 ans, etc. Autre question. Pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement aux autres médicaments tels que le Viagra fabriqué par un des laboratoires, Pfizer, fabriquant un des vaccins ? Le même raisonnement s'applique. Mais cet inhibiteur d'enzymes est une technologie pour laquelle on peut entendre l'argument de similarité que nous avons plus ou moins accordé au virus, tout en l'ayant clairement refusé au vaccin à ARN messager. Pour être clair, le Viagra ne remplira une balance bénéfice-risque digne de ce nom que quand le recul sera suffisant. Il est bien la preuve, non que la démarche scientifique soit en échec, mais simplement que l'être humain peut décider sans l'apport de la science. Le choix des êtres humains. Ne pouvant se baser sur la science alors qu'il est obligé de faire un choix, l'être humain va recourir à d'autres moyens.
Certains vont faire confiance à leur gouvernement qui leur conseille de se faire vacciner. Ils ne voudront entendre aucun des signaux d'alerte qui mettent en jeu leur bulle de réalité dans laquelle ils se sentent en sécurité, en pensant que les laboratoires ou les gens qui ont été élus n'agissent que dans le bien commun. D'autres vont être très sensibles aux questions restées sans réponse. Ils vont donc s'inquiéter de ces absences et pourront développer des thèses qui vont de l'incompétence au complot le plus spectaculaire. D'autres encore sont si opposés au gouvernement actuel qu'ils seraient disposés à s'opposer à tout, y compris à une mesure qui pourrait leur être bénéfique, pour la seule raison qu'elle est proposée par les autorités qu'ils contestent. Il en est à qui leur religion peut interdire l'entrée de ce type de produit dans leur propre corps. On évoque la question des témoins de Jéhovah avec la transfusion sanguine. Sauf que, dans le cas du vaccin Covid, les adeptes de ce culte n'y voient aucune objection. Il faut quand même constater le nombre impressionnant, est-il significatif, de personnes qui se font vacciner juste pour aller au restaurant ou partir en vacances. Enfin, et sans que la liste soit exhaustive, signalons ceux qui haïssent les riches et qui préfèrent affronter la maladie plutôt que d'enrichir encore ce qu'ils appellent Big Pharma, etc. Le point de vue des scientifiques. Les médecins ne sont pas des scientifiques au seul motif qu'ils sont médecins, mais ils peuvent l'être. La médecine n'est pas une science, la science à laquelle on se réfère porte son propre nom, c'est la biologie. La médecine n'est en réalité qu'une technique pour soigner, technique issue des développements de la science qu'est la biologie, qui elle-même bénéficie des apports d'autres disciplines comme la physique, scanner, IRM. Les médecins eux-mêmes sont nombreux à se référer à leur pratique comme d'un art. De plus, les biologistes, donc des scientifiques, ne sont pas férus de mathématiques. Ils utilisent à tour de bras des calculs statistiques et probabilistes sans en mesurer ni la portée, ni les limites. Dans cette vidéo issue de l'IHU de Marseille, à l'instant 7 minutes 34, la conférencière laisse très honnêtement la place aux mathématiciens pour établir certains éléments. Elle cite ici Vincent Pavant. Le directeur de l'IHU lui-même, Didier Raoult, cite avec un grand sourire une étude de certains de ses collègues qui obtiendraient des observations de 1% sur un échantillon de 23 personnes. Nous n'avons pas retrouvé cette étude, mais nous en avons vu d'autres, et d'aussi belles d'ailleurs. Ce même directeur rappelle de temps en temps que plus on parle, plus on risque de dire des bêtises. C'est vrai, même si parfois ce ne sont pas des bêtises, mais juste des paroles pas assez expliquées. C'est sans doute le cas quand il a comparé le taux de décès du Covid-19 aux accidents de trottinette. Certains journalistes ne se sont pas privés d'aller chercher les statistiques pour le contredire, alors que l'idée exprimée était simplement que le Covid-19 ne tue pas autant qu'Ebola et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. En revanche, il a conseillé au personnel soignant de se faire vacciner. Or, nous l'avons vu, aucune balance bénéfice-risque n'est calculable scientifiquement, donc aucune raison scientifique n'existe à l'appui d'un tel conseil. Mais Didier Raoult est certes un scientifique éminent, mais il est avant tout médecin, et il met régulièrement en avant cette seconde qualité. Or, le médecin, dans son art, peut tout à fait, en son âme et conscience, et sans qu'on puisse le lui reprocher, pencher vers une alternative qui n'aurait aucune base scientifique. Il peut aussi ne pas être d'accord avec ce qu'on a développé ici. Les autres points de vue. Nous avons recherché sur YouTube les vidéos traitant de cette balance bénéfice-risque. Google nous a listé une série et nous avons consulté attentivement les 3 premières. La première est issue d'un média mainstream, France Info, la seconde d'un médecin, virologue qui plus est, et la troisième d'un youtubeur, donc un citoyen lambda qui partage son opinion avec son public. Ces 3 vidéos sont toutes en faveur de la vaccination. Elles nous ont cependant paru intéressantes de par la diversité des auteurs, un média, un scientifique, un citoyen. France Info présente un calculateur élaboré par des spécialistes puisque ce sont certains chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Paris. Cet outil permettrait aux internautes de calculer leurs propres bénéfices-risques sur la base des données des laboratoires telles qu'elles ont été publiées dans le journal scientifique New England Journal of Medicine. Ce qui va à l'encontre de ce que nous avons présenté ici puisque nous concluons à l'impossibilité de produire une telle balance sur une base scientifique. Voilà donc des scientifiques et une revue prestigieuse qui nous discréditerait. Cependant, et curieusement, la journaliste ajoute que le calculateur a été élaboré sur la base de données réelles mais déjà un peu datées, tout en écartant la critique en une petite phrase, les chercheurs promettent de le faire évoluer. Mais comme pointé dans les commentaires, aucune indication n'est mentionnée sur le site proposant le calculateur en question. La vidéo elle-même date du 19 janvier 2021. On ne peut donc pas vraiment dire que cette vidéo regorge de contre-arguments à ce que nous venons de présenter. Le médecin rappelle la place de la balance bénéfice-risque dans la décision de se faire vacciner ou non.
car tout est basé sur l'importance des bénéfices attendus versus les potentiels effets indésirables. La vidéo évoque aussi les deux types de bénéfices, individuels et collectifs. Le présentateur va lister les effets indésirables, en tout cas les principaux. Et il affirme: on les connaît comme ceux de n'importe quel autre médicament quand ils sont mis sur le marché. Ce qui n'est pas exact au sens strict, puisque les phases des études des autres médicaments ne sont pas respectées. Il aurait fallu dire n'importe quel médicament ayant reçu une autorisation de mise sur le marché avant la fin de la phase 3. Il ajoute cependant: mais ils ne peuvent pas repérer les effets indésirables quand ils sont graves. Il a dit grave au lieu de rare, mais sans doute s'agit-il d'un lapsus. La balance bénéfice-risque est selon lui une notion très subjective. Il explique que l'acceptation des risques est plus grande si la pathologie est grave. Ben oui, mais c'est justement le rôle du calcul de la balance bénéfice-risque. Et pour conclure, il affirme sans la moindre donnée chiffrée: il apparaît aujourd'hui clairement que les bénéfices attendus sont nettement supérieurs aux effets indésirables connus. Il liste quelques bénéfices, affirme que tout cela pèse bien plus lourd que, et dresse une autre liste de quelques risques. Bref, rien de consistant pour considérer le moindre argument en contre de ce que nous avons dit. Il termine d'ailleurs par une évidence: rien n'est gravé dans le marbre. Notre conclusion sur cette vidéo, c'est qu'elle a les apparences de la science en utilisant une notion bénéfice-risque qui est en principe un concept scientifique, le tout présenté par un virologue que le public peut confondre avec un scientifique, mais que cette vidéo ne procède que par affirmation et de manière strictement qualitative. La dernière de ces vidéos est élaborée, semble-t-il, par un simple citoyen. Et cela en fait tout le mérite. En effet, la parole finale revient aux décideurs, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, qu'on soit scientifique, religieux ou rien du tout. Évidemment, cet enregistrement n'est l'expression que de l'un d'eux, mais elle se révèle particulièrement consistante. Le présentateur explique que le calcul est compliqué. Nous avons d'ailleurs évoqué quelques-unes des difficultés de calcul. Pour les risques liés à la vaccination, il se contente de rappeler que le lien n'est pas avéré. Les études actuelles n'ont pas la force statistique pour le prouver à 100%. On retrouve ici le besoin de l'être humain de vouloir des certitudes, ce qui est assez stupéfiant quand on sait que l'on ne cesse d'évoquer des calculs probabilistes. Mais il est prêt à des concessions. Pour la suite, on va supposer que ce lien est avéré pour pouvoir calculer, sinon c'est pas possible. Il constate aussi que les effets secondaires du vaccin sont rares, sans les chiffres, et que cette rareté engendre une grande variabilité. Et nous sommes d'accord sur ce dernier point. Mais quand il ajoute que le chiffre pourrait facilement être divisé ou multiplié par 2 peut-être, c'est à nouveau stupéfiant, car d'où sort ce diviseur potentiel de 2 peut-être? Ce sont de tels propos qui nous font analyser cette vidéo comme partisane. Le risque est difficile à évaluer, rare donc variable, et l'intervalle d'incertitude ne pourrait s'étendre que jusqu'à un facteur 2. Sur quelle base? Pourquoi pas un facteur 100, 1000 ou plus? Comparé au risque lié à la maladie, celui lié au vaccin est affirmé comme stable. Cela n'est vrai qu'à première vue. En effet, en recommandant des injections successives, 3 ou 4 pour le moment, la stabilité risque d'en prendre un coup. La vidéo va aussi aborder l'ensemble des bénéfices attendus comme la réduction des symptômes, c'est-à-dire pas seulement les décès, en saluant le choix du critère des entrées en soins intensifs. Oui, certes, ce critère a l'avantage de concilier à la fois les décès et d'autres effets indésirables de la maladie, mais de manière assez cavalière pour ne pas être le critère que nous recommanderions. Le presque pire est contenu dans les propos qui suivent. Quelle que soit la façon dont est fait le calcul, quels que soient les chiffres qu'on va utiliser, la balance bénéfice-risque pour les personnes de plus de 50 ans est excessivement favorable, et ça c'est une certitude. Aucun calcul n'est présenté. Seule une conclusion présentée comme une certitude, à nouveau, pour séduire son auditoire. Nous avons déjà déduit d'autres éléments, la nature partisane de cette vidéo. Ce nouvel élément ne fait que confirmer un résultat déjà bien établi. Pour les jeunes de 20 ans en bonne santé, c'est un peu plus litigieux. Un peu plus litigieux. Ceci ressemble fort à une parole politique comme celle du Premier ministre norvégien à la suite de la tuerie d'Oslo et aux différents ratés de l'intervention de la police qui proposait d'examiner ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Nous avons parlé du presque pire, parlons maintenant du pire. Le présentateur évoque 2 probabilités fictives pour les jeunes de moins de 20 ans. 0,0002% de mourir du vaccin et 0,0001% de mourir de la maladie. Et sa conclusion effarante est celle-ci. En vrai, je n'ai quasiment aucune chance de mourir ni de l'un ni de l'autre, sauf que, en attendant, je suis vacciné et que par conséquent, je ne transmets pas la maladie si je l'attrape, ou en tout cas, je la transmets moins et potentiellement, je sauve des vies.
Le fait de qualifier qualitativement des éléments quantitatifs est dangereux, surtout quand, après avoir transformé les deux probabilités 0,0001 et 0,0002 comme extrêmement faibles, on revient à la notion quantitative en parlant de probabilité nulle, donc de 0. Rien à voir avec la science, mais pourquoi pas avec l'idéologie, la politique ou quoi que ce soit d'autre. Puisqu'il faut préciser, voyons cette théorie plus avant. Or, si tout cela est extrêmement faible, cela l'est peut-être aussi pour les personnes à risque. Est-ce que « extrêmement » est un terme qui ne s'applique qu'à 0,001% de chance? Qu'en est-il de 0,01, soit 10 fois plus? À combien ce risque devient-il simplement faible, voire moyen, puis fort? Mais soit, chacun peut apprécier de manière qualitative le risque en y ajoutant un adjectif comme faible ou fort. Après tout, on l'a vu, la plupart des gens décident sur la base de notions parfaitement hors du cadre scientifique, ne serait-ce que parce qu'ils veulent partir en vacances. Alors que chacun décide de sa propre vie, pas de problème. Mais conseiller à toute une population de se faire vacciner, c'est faire que ce risque devienne une réalité probable. Illustration. Imaginons une voiture prototype qui est plus dangereuse pour les conducteurs, mais plus sûre pour les piétons, avec par exemple un pare-choc qui amortit mieux. Imaginons que le risque de se tuer avec une voiture normale soit de 0,0001%, que celui de se tuer avec la voiture prototype soit lui de 0,0002%. Sur la base de l'argumentaire de cette vidéo, on peut dire que le risque est faible et donc nul, et qu'il convient de choisir le second véhicule pour sauver des vies. Mais si vous adressez ce message à une population de 10 millions de conducteurs, sur lequel 10 mourront avec le véhicule normal, 20 vont maintenant, et sur vos conseils, décéder. Vous aurez sur la conscience les 10 morts supplémentaires sur lesquels vous déduirez les piétons sauvés. Combien? On ne sait pas. Et pour le vaccin non plus, on ne sait pas, d'autant que la vaccination ne stoppe pas la circulation du virus parmi les vaccinés, que celle-ci n'est pas, au niveau des connaissances actuelles, aussi efficace contre les différents variants, et que même l'être humain étant avide de certitude, même si on lui explique que l'injection ne le protège pas à 100%, la vaccination peut conduire à se sentir protégé soi-même ainsi que les autres et faire oublier toute précaution utile ou supposée comme telle. Mais voilà, notre présentateur non plus ne chiffre pas les vies sauvées. Comme on l'a dit, c'est le cas de toute vidéo partisane. Ce qui fait que tout message conseillant ou déconseillant la vaccination est, au stade actuel, dépourvu de toute justification scientifique, pro-vax ou anti-vax, c'est pareil, désolé pour tout le monde. Croyez bien que dans le cas contraire, nous aurions élaboré un calculateur mis à jour en permanence pour calculer la balance bénéfice-risque de tout le monde, comme présenté dans la vidéo numéro 1. Un calculateur qui aurait pu intéresser potentiellement des milliards de personnes, mais qui en réalité n'en aurait intéressé que fort peu de monde s'il est vrai que le public ne décide pas sur une base scientifique. Les retours de cette vidéo seront sans doute là pour illustrer cette dernière hypothèse. Donc tout le monde parle de balance bénéfice-risque, obtenue de manière scientifique, et personne ne la calcule. Et pour cause, elle ne peut pas l'être. Si cette balance scientifique, qui n'existe pas, est le seul élément de nature à éclairer un consentement, alors ce dernier ne le sera jamais. Il n'existe donc pas de consentement éclairé par la science. Mais ce consentement peut être illuminé par d'autres disciplines telles que les idéologies, les religions, etc. Bonne journée à tous.